Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la certification du CFA in ESG Investing. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'ESG. On a pensé que c'était très important en cette rentrée. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, ça vient de se passer, ce n'est pas une bonne nouvelle. On vient de passer la septième des 9 planètes, des 9 limites planétaires. Marius, tu veux dire un petit mot sur ces limites et pourquoi, notamment, l'acidification des océans, c'est quelque chose d'important. Marius? Oui. euh, excusez-moi. Euh, alors, du coup, sur les, en fait, alors les limites planétaires, vous connaissez sûrement, sont des seuils à l'échelle mondiale qui permettent comment dire, qui permettent de savoir à peu près où on en est et pour éviter de dépasser certains, de dépasser en fait certaines limites et d'atteindre un point de non-retour. Si on part du principe que si on un certain nombre de si on passe un certain nombre de ces limites-là, en fait, on ne pourra plus revenir en arrière et on arrivera sur une Terre qui est non viable et non vivable. Là, vous avez un graphique qui date un peu, ça doit être 2022. Depuis, il y a eu il y a beaucoup plus de rouges depuis. Donc, notamment au niveau du changement climatique, je pense qu'on peut tous le voir avec les catastrophes, même aujourd'hui, notamment à Marseille, je pense à Marseille où il y a eu des inondations monstrueuses. Il y a eu notamment, là, du coup tu disais, il y a eu l'acidification des océans qui a été franchie il y a quelques temps. Tout ça, c'est des choses qu'on peut se dire un peu, oui, bon, c'est pas grave. En fait, les océans deviennent de plus en plus acides, ce qui fait que c'est dû à la chaleur. C'est clairement dû à la chaleur, au changement climatique, à l'augmentation des gaz à effet de serre, etc. Et en fait, la conséquence directe, c'est que c'est ce qu'on appelle des incendies sous-marins. Et en fait, ça fait que la biosphère, donc les poissons meurent, sachant qu'on consomme de plus en plus de poissons, etc. Ça peut être un problème pour nous pour plus tard. Puis aussi, je parlais aussi de la biosphère intégrité. Il y a aussi, comme vous voyez en haut à gauche, la biosphère intégrity, actuellement, nous sommes en train de vivre une grande extinction en masse des espèces. On ne le voit pas souvent, mais rappelez-vous, quand vous étiez petit, vous preniez la voiture, sur le pare-brise de 2 heures, il y avait énormément d'insectes qui étaient morts. Aujourd'hui, faites la même expérience, vous verrez qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà, tout ça, ce sont des petits trucs qui nous disent que la planète est en train de changer et qu'elle est en train d'atteindre ses limites. Ces limites là, je vous ai juste, j'en ai juste cité deux, trois, mais au total, il y en a 9, il y en a de plus en plus qui sont en train de passer. Et en fait, ça peut avoir des répercussions que même les scientifiques n'imaginent même pas parce que c'est des trucs, c'est des effets en cascade qui peuvent être vachement importants et dangereux. Alors, pourquoi c'est important, au-delà de l'homme dans les métiers de l'investissement. Aujourd'hui, il y a à peu près 90% des professionnels de l'investissement qui se disent que leur firme, leur entreprise, leur société de gestion dans laquelle elles travaillent va augmenter sa recherche notamment et son engagement envers l'ESG. Alors ça tombe bien, puisque le CFA Institute a lancé une nouvelle certification, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, de présenter cette certification, donc, qui s'appelle la certification ESG Investing. C'est une certification qui est mise à jour tous les ans. Marius vous présentera les évolutions de contenu récentes. C'est une certification qui nécessite à peu près une centaine d'heures de travail. Donc, on est
quand même sur une certification un peu plus légère. On va dire qu'un niveau du CFA, rappelez-vous, un niveau du CFA, en grosso modo, on se dit qu'il faut environ 300 heures pour le préparer. C'est une certification qui se passe sous la forme d'un questionnaire à choix multiples. Et la plupart, enfin la manière d'étudier, c'est plutôt en ligne. Le CFA Institute a mis en place tout un learning écosystème en ligne, c'est très bien fait. Voilà, si vous voulez vous inscrire à cette certification, vous pouvez flasher le petit QR code ou vous pouvez aller sur le site du CFA Institute, vous trouverez très rapidement comment s'y inscrire. Il n'y a pas d'exam window, vous pouvez vous inscrire et la passer quand vous le souhaitez à votre guise, soit de chez vous avec tout un tas de contrôles qui vous permettent ou vous empêchent de tricher, ou dans un centre d'examen dédié. Vous avez le choix. Alors, cette certification, en fait, elle est assez large. Elle s'adresse à tout un tas de profils. Je ne vais pas les lister tous, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de profils différents. Par exemple, moi, je suis titulaire de cette certification. Je travaille en sales, plutôt dans les opérations des fonds. Marius travaille en consulting sur ces questions ESG. Et donc, voilà, une certification designée pour tout un tas de profils. Donc, c'est nous. Aujourd'hui, on vous présente cette certification. Et Marius, tu veux dire quelques mots sur ton profil, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu accompagnes des clients d'Exalfi dans tes missions? Et en fait, actuellement, je suis en mission chez CACIB du coup, et je suis en charge d'élaborer le reporting ESG parce que ça demande beaucoup de reporting c'est quelque chose qui est nouveau, donc notamment avec MiFID ou la taxonomie européenne ou bientôt la CSRD. J'imagine que vous avez peut-être déjà dû en entendre parler. En fait, il demande beaucoup de nouveaux KPI, de nouveaux indicateurs, de nouveaux ratios, en fait, pour savoir si euh, pour avoir plus de clarté, pour avoir plus de transparence vis-à-vis des financements de la banque, des actifs de la banque, s'ils sont verts ou pas, donc s'ils sont éligibles et alignés à la taxonomie européenne. Que forcément, pas toutes les régions du monde, pas tous les pays du monde ont la même définition sur ce qui est aligné ou pas. Super, merci Marius d'être avec nous ce soir. Alors, euh, peut-être peux-tu nous parler de l'évolution de l'ESG? C'est quelque chose d'assez récent, en tout cas j'ai l'impression dans l'univers de l'investissement. Euh, Regardons un petit peu la croissance des actifs dits ESG. Alors il y a une polémique sur le sujet en ce moment où il y a certains émetteurs ou certains asset managers qui enlèvent la terminologie ESG, mais on voit une naissance autour de 2012 et une croissance assez soutenue, Marius. Oui, donc effectivement, bon, là, ici, c'est de 2012 à 2020. Euh, En gros, on voit que de partout dans le monde, globalement, il y a eu une augmentation des actifs dits ESG, sauf en Europe, entre 2018 et 2020. Je vais revenir après, mais en gros, on voit bien que tous tous les pays du monde se mettent à l'ESG, même si tous ont des définitions différentes. Et on peut voir que, par exemple, les États-Unis, ils font que augmenter d'un point de vue ESG, alors que en 2018, 2016, 2018, 2020, c'était Trump qui n'est pas un grand ami de l'environnement, qui était président. Et du coup, on voit qu'il y a les actifs ESG évoluent, peu importe qui gouverne, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment en Europe. Alors en Europe, on en parle beaucoup. Et en fait, pourquoi est-ce entre 2018 et 2020,
on a vu une chute, donc de 12 on est passé de 14, on est redescendu à 12. Cette chute-là, elle est expliquée par un durcissement euh, des, des lois, en fait, un durcissement de OK, qu'est-ce qu'un actif est? Et un actif est aligné, ça veut dire quoi? Et en fait, la définition de cet actif aligné a été vraiment durcie. Euh, pour, pour vous dire aux yeux de la taxonomie européenne, si on prenait tous les actifs du monde, il y aurait seulement 7% de tous les actifs du monde qui seraient éligibles à la taxonomie européenne. Donc, pour vous dire à quel point c'est quelque chose de élitiste, en tout cas en Europe, et qui explique cette diminution donc entre 2018 et 2020. Ici, vous pouvez voir le nombre des signataires donc PRI. Alors, PRI, c'est les principes d'investissement responsable. Donc, c'est l'une des majeures frameworks, enfin, c'est l'une des organisations majeures internationales. Et donc, ça a été créé en 2006. Donc là, vous voyez jusqu'à 2021. Mais la tendance, elle est, j'ai envie de dire, exponentielle. On est passé de zéro, donc on vient d'être créé, à plus de 4000 signataires en 2021. Là, entre 2021 et 2024, ils ont fait beaucoup de communication, les réglementations sont arrivées, beaucoup de réglementations sont arrivées, etc. Donc, bon, ça a encore beaucoup évolué, pas de chiffres, les chiffres, mais ça continue d'augmenter. Et pareil, en fait, qui peut être un signataire du PRI? En fait, ce sont des fonds d'investissement, des banques, etc. Et en fait, on s'aperçoit que les assets, que les actifs qui sont possédés par les signataires du PRI, pareil, qui sont en train d'augmenter. Donc là, en 2021, on était à 120 trillions de dollars, mais c'est quelque chose qui augmente encore aujourd'hui, d'un point de vue planétaire. Alors, peut-être rappeler quels sont les risques aujourd'hui d'oublier de mettre en place une politique ESG. Souvent, quand on pense à l'environnement, on pense à du long terme, et finalement, même si on voit les conséquences du changement climatique, notamment dans notre vie de tous les jours, on ne pense pas forcément à des risques très importants. On voulait voilà, mettre en lumière peut-être ces risques immédiats, de ne pas prendre en compte assez l'ESG dans les décisions d'investissement. Euh, premier risque, en fait, un risque réglementaire. On voit les régulateurs, donc la SEC, là aux US, et l'AMF, c'est tout récent, commencer à émettre des amendes auprès de grands gérants, grands gestionnaires d'actifs ou des banques. Vous voyez ici, par exemple, un extrait du site de la SEC qui a mis une amende à Goldman Sachs, à DWS, et l'AMF, tout récemment, en ce début d'année, qui, après quelques mois, années de politique accommodante, a commencé à sortir un peu le bâton et à sanctionner notamment des gérants français qui faisaient un peu de greenwashing. Donc, assez intéressant de savoir que les régulateurs ont un peu shifté et sont passés sur une politique un peu plus répressive qu'avant, d'où le risque réglementaire. Euh, Évidemment, ça, on y pense tout de suite, hein. On entend ça dans les médias. On voit que, donc là, on est sur un graphique France, que le coût, les claims des assurances augmentent de fil d'année en année. On voit des paliers progressifs qui présentent voilà, les coûts des assurances liés aux intempéries, notamment au fil des ans. Évidemment, le risque social, on imagine que avoir
des politiques d'investissement qui favoriseraient par exemple les inégalités n'est pas une très bonne idée. On pense aussi au phénomène de migration de masse qui peuvent déstabiliser des sociétés. Et enfin, le risque de gouvernance, là aussi, on a pris un petit extrait récent d'une société française avec une petite anecdote assez drôle. On voit qu'il y a probablement eu des problèmes de gouvernance dans cette société. Donc, l'ESG, c'est pas que du très long terme. On va pas uniquement voir des bénéfices sur le long terme. En théorie, on se dit que avoir des investissements qui sont alignés avec de bons principes ESG permettra sur le long terme d'être mieux couvert des risques et d'avoir des actifs qui vont mieux performer. Il y a aussi à court terme des risques à prendre en compte. Alors, cette certification, le monde de l'ESG change très vite. Hein. Ce sont des thèmes qui sont assez récents dans notre industrie. Et donc, cette certification, elle évolue aussi assez rapidement. Marius, tu veux nous dire quelques mots depuis que cette certification a été lancée en 2021 jusqu'à maintenant? Il y a eu pas mal de changements finalement. Il y a eu pas mal d'évolutions. Donc là, vous verrez entre 2023 et 2024. Mais je voulais juste revenir sur le changement entre 2022 et 2023. C'est à peu près au moment où personnellement j'ai passé le CFA Investment in ESG. Et en fait, il y a eu un gros changement à ce moment-là parce qu'on est passé de 8 chapitres à 9 chapitres. Donc voilà, le CFA, le certificat ESG vraiment prend en compétence, se complexifie au fil des années, ce qui est normal au final. Donc ici, vous pouvez voir les différences entre 2023 et 2024. Vous avez en rouge vraiment les gros points, les gros changements. Donc bien sûr, toutes les données ont été mises à jour. Avant, dans le chapitre 2, on parlait un peu de l'histoire de l'ESG, de l'investissement ESG qui est très intéressante, puis on s'aperçoit que ça revient au XVIIe siècle, etc. Euh, Là, cette partie-là, au final, comme c'était un peu, ça n'a pas d'informations concrètes sur l'investissement ESG, c'est juste un peu un fun fact. Du coup, ça a été enlevé. Par contre, ce qui a été ajouté, c'est vraiment, on a voulu, avant, on était, le, cie- le certificat se concentrait sur sur les marchés principaux, donc je pense notamment à l'Europe, à l'Asie ou encore aux États-Unis, bien sûr. Mais là, cette fois-ci, ouais, c'est vraiment étendu à des marchés émergents. Donc, par exemple, notamment au chapitre 5, il a été ajouté vraiment toute la partie gouvernance entre les marchés, les marchés pardon, toute la partie gouvernance sur les marchés émergents, donc notamment en Inde, en Afrique du Sud et au Brésil. Il y a aussi toute une explication sur le stewardship. Alors, stewardship, c'est vraiment c'est l'idée de piloter son bateau, enfin, piloter son avion. Donc, c'est vraiment guider une entreprise. C'est vraiment le fait de guider une entreprise dans laquelle on a investi pour qu'elle devienne de plus en plus verte. Et les premiers à avoir fait ça, ce sont les anglo-saxons. Et en fait, là, on va citer vraiment des exemples de stratégies de stewardship donc avec notamment Hermès ou Shell, qui ont eu des stratégies gagnantes. On va aussi voir des codes de stewardship sur Hong Kong ou sur l'Inde, ou sur l'Angleterre, sur la France, sur les États et sur les États-Unis. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a aussi, voilà, on parlait tout à l'heure de greenwashing. Le greenwashing, c'est vraiment quelque chose qui est très central aujourd'hui parce que ça représente un vrai risque réputationnel. Au final, ouais, à chaque fois qu'on le voit, ça fait de la mauvaise pub, vraiment clairement. Et en fait, du coup, là, il y a vraiment une section qui a été ajoutée qui définit le greenwashing, qui voit ses conséquences, pardon, et aussi ses impacts, les réglementations
qui vise à réguler et à éviter le greenwashing, et notamment avec des exemples qui sont traités. Merci Marius. Donc, si je résume, une certification et des chapitres qui vont aussi prendre en compte les marchés émergents ou mieux les prendre en compte et un vrai chapitre ou quasi, enfin, une vraie section sur la partie greenwashing pour lutter contre ce phénomène. Merci. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous choisissez de passer la certification ESG, vous pouvez aussi devenir membre de l'association locale. Vous savez que le CFA Society France est l'association française qui anime tout un réseau de charter holders, mais aussi de personnes qui ont passé la certification ESG et vous pourrez bénéficier de tous les avantages d'être membre avec cette certification. Donc, de nombreuses conférences sur plein de sujets très intéressants, des conférences flagship. Là, je pense à l'Investment Conference le 21 novembre, si mes souvenirs sont bons, avec des acteurs majeurs de la place pour discuter un peu global macro et différentes stratégies d'investissement. Je pense à notre flagship ESG tous les ans qui réunit par exemple aussi les acteurs majeurs de la place. L'année dernière, c'était sur la transition juste, donc un aspect assez intéressant, comment changer de régime en faisant en sorte que ça se passe bien d'un point de vue social. Donc voilà, un vrai bénéfice à passer cette certification. Vous pouvez aussi devenir membre de l'association en local. Voilà, je pense qu'on peut passer au Q&A. Je vous invite à visiter le petit site web de l'association. Vous verrez notamment tout l'agenda des événements à venir. Ils sont nombreux, en moyenne à peu près un par semaine. Est-ce qu'on a des petites questions? Alors, Sonia, est-ce que tu m'entends? Pour l'instant, je ne vois pas de questions de mon côté. Je t'entends, sachez que vous pouvez tous participer à la Q&A section. En bas, vous avez un petit truc avec écrit questions et réponses, une petite section. Donc, cliquez dessus et posez vos questions. Et nous, on va les lire et y répondre. Voilà, on vous laisse quelques instants. Ah, voilà, on a des questions. Eric, qu'est-ce qu'on entend par asset ESG? Marius, Alors, en fait, ce sont des actifs ça peut être des obligations, notamment avec des obligations vertes, des obligations bleues, des obligations sociales, etc. Il y en a plein. Euh, une obligation verte, ça va être par exemple lorsque Engie décide de créer un parc éolien, ils vont faire une obligation verte pour ça. Ça peut être aussi des actions. Par exemple, je pense notamment à Gringot ou Goodvest, qui sont des néobanques françaises qui visent à décarboner l'industrie de la banque. Je pense aussi à des plus grosses entreprises comme, euh, je ne sais plus, une entreprise de textile, mais j'ai oublié le nom. Enfin bref, ça peut être de tout, ça peut être aussi de l'immobilier. Donc si aujourd'hui, vous savez, vous connaissez tous quand vous achetez une maison, il y a A, B, C, D en termes d'énergie, hein, pour qualifier la maison en termes d'énergie et, sa, et sa consommation d'énergie plutôt. Et en fait, si sa consommation est faible, du coup, sa catégorie est A, on peut, si on fait un prêt immobilier ou même l'actif immobilier en lui-même, peut rentrer dans ces actifs, ces actifs ESG. Là, comme ça, il y a de la private equity aussi. Bon, majoritairement, ça reste des actions et des obligations à plus de 60%. merci. D'autres questions?
Bonjour, une version du curriculum 2025 est-elle prévue? Si oui, la version 2024 est valable jusqu'à quelle date? Marie, tu veux prendre la question? Oui, si tu veux. Alors, non, j'ai pas la réponse exacte. Il me semble que oui, il y a une réponse 2020, Ouais, ouais, il y a une ouais, on est version sur la. 2025 qui est prévue. Je pense qu'elle va être valable jusqu'à donc la version actuelle, elle va être valable jusqu'à la fin de l'année. Mais il faut savoir qu'il y a très peu de choses qui changent d'une version à l'autre. Et si on compare par rapport à la quantité totale de connaissances, ça reste assez minime. Et en plus de ça, il y a à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, il y a un texte comparatif qui vous explique ce qui a été ajouté et ce qui a été enlevé. Je ne sais pas si tu veux compléter la réponse. Alors, il n'y a pas de changement tous les ans, mais bon, c'est une certification qui a débuté donc en 2021. On était à la version 4, il y a une version 5 qui est prévue. Les dates ne sont pas forcément des années calendaires. Ça peut dépasser un peu. Il faut regarder sur le site du CFA Institute. Mais il y a une version 5 qui est prévue, oui, c'est sûr. Alors, bonsoir. L'écosystème ressemble-t-il à celui du curriculum CFA avec des cours en ligne, des cas pratiques, des mocks et une Q-bank, peut-être plus des conseils pour se préparer au mieux? Alors oui, c'est très similaire, hein. Donc c'est le même logiciel pour passer l'examen euh, prométrique, pour ne pas les citer. Après, moi je l'ai passé l'année dernière. J'ai trouvé que c'était un petit peu moins riche que ce que le CFA Institute proposait sur le CFA classique, on va dire, la certification CFA. Mais néanmoins, vous avez de quoi travailler correctement. On est sur une certification, je le répète, il faut une centaine d'heures pour la préparer. Là où un niveau CFA, on se disait qu'il fallait à peu près 300 heures, donc c'est quand même beaucoup plus léger. Le questionnaire a choix multiples, vous avez trois choix, donc quand même une chance sur trois à chaque fois d'avoir la bonne réponse sans trop savoir. Et vous avez quand même une bonne probabilité d'avoir des bonnes réponses. Sébastien aussi, peut-être leur dire que si la CFA Society France est en train de développer un QCM qui serait disponible aux membres. Ouais, oui, oui. Donc notre ambition, c'est de développer, enfin d'aider les candidats à passer les certifications proposées par le CFA Institute. Donc d'abord le CFA et l'ESG également. Si vous avez des difficultés ou si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir un peu d'aide en local, mais aussi des partenariats avec des prep providers qui aident les étudiants à préparer ces certifications. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Ok. Bah, je pense qu'on est pas mal. On peut rendre à l'auditoire 10 minutes alors. Tout à fait. En tout cas, si vous avez des questions dans les heures, les jours à venir ou même les semaines, n'hésitez pas à nous contacter directement. On saura vous répondre euh, assez rapidement en général. Yes. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné un petit peu des informations sur cette certification qui est très plaisante à passer, hein. Ça vous permet de comprendre notamment l'environnement régulatoire. Marius parlait de taxonomie, de, de fonds article 8, article 9. Tout ça, ce sont des terminologies qui ne vous sont peut-être pas familières. Grâce à cette certification, elles le seront. Et c'est très, très intéressant, très plaisant à, à la préparer et à la passer. La formation en elle-même est vraiment, en fait, ça permet vraiment de se dire, OK, où on va
à quels sont les problèmes auxquels on sera confronté demain. Donc, c'est très enrichissant d'un point de vue personnel aussi. Et aussi, ça permet aussi de se poser des questions, d'évoluer, mais aussi d'un point de vue professionnel et se dire, au final, il y a tout qui est connecté et en fait, il y a des choses qu'on peut se dire, OK, il y a une sécheresse en Inde, qu'est-ce que ça fait? En fait, les répercussions peuvent découler sur Coca-Cola, sur la mine, donc sur la mine, sur les extraits, sur les semi-conducteurs, etc. Enfin, vraiment, en fait, il y a des conséquences en cascade qu'on ne se poserait pas la question. Et ça vous permet d'entrevoir aussi ces réponses-là. Et du coup, on a suscité une nouvelle question de Franck. Est-ce qu'il y a un ajustement de la signature CFA pour spécifier que l'on a une approche plus fine sur l'ESG? Alors, non, pas sur la signature, mais vous disposez d'un badge, un peu comme le badge que vous obtenez à la suite des niveaux du CFA. Donc, un badge à partager, par exemple, sur LinkedIn. Mais il n'y a pas de signature de type 3 lettres, virgule CFA. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je crois que on n'avait pas le droit non plus de mettre CFA, ESG. Ça serait un abus de langage et ce ne serait pas conforme à la politique du CFA Institute. Est-ce qu'il y a des équivalents de formation en France? Oui, il y en a. Sesgar en est une. Euh, Il y a aussi la ML Finance Responsable qui est quand même beaucoup plus légère, mais qui permet de connaître les réglementations françaises et européennes. Mais on ne va pas du tout avoir le point de vue investissement dans le VSG. ce qui est intéressant, je pense, c'est que la certification CFESG est une des plus reconnues, non, Marius? Quel est ton avis honnête sur la question? Oui, honnêtement, oui. Déjà le poids du non CFA est quand même déjà reconnu dans le monde entier, c'est ce qu'on connaît le plus. Après, il y en a une qui est très connue, mais vraiment qui est très focalisée sur les risques. Je ne me rappelle plus le nom de cette formation. Mais globalement, rien que le poids du CFA-ESG, enfin, du CFA, et en plus de ça, la complétude, le fait que c'est quand même quelque chose qui est très complet, qui est tout le temps, tout le temps mis à jour, c'est un gros travail de fond. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très connu. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon travail et ma mission. C'est ce qui a fait pencher la bascule. Ouais, c'est assez différenciant probablement sur le marché du travail, c'est requis dans pas mal d'offres. Euh, on a une dernière question d'Olivier. J'ai besoin de me former à l'ESG, puis éventuellement avec un focus sur le risque climat, sur le climat. Alors, l'ESG, donc on prend toutes les composantes, hein, l'environnement, la partie sociale et la gouvernance des entreprises. Il y a un aspect régulatoire, connaissance du contexte, connaissance de l'historique, et ensuite on apprend comment prendre en compte l'ESG dans les décisions d'investissement pour être très schématique. Il y a une certification complémentaire qui a été lancée par le CF Institute récemment, qui s'appelle Climate Risk Evaluation. Là, c'est plus technique, on est plus focalisé sur la partie environnement et sur le risque climatique en particulier. Et donc, Olivier, cette certification pourrait répondre à ton besoin. Est-ce que ça aide sur les sujets, avec les sujets CSRD? Oui, oui, bah, tout est lié. Après, la CSRD, on est plus sur la partie entreprise. Et là, on reste dans le monde de l'investissement. Donc, le monde de la certification ESG, c'est plutôt la SFDR, la taxonomie, etc. La CSRD, on est plus côté Dans la entreprise. nouvelle version, il y a quand même. Désolé. Comment? Mais dans la nouvelle version, il y a quand même un point en 2024, en tout cas sur la version 2024, il y a un point qui a été consacré sur la CSRD parce que c'est quelque chose qui est un peu du jamais vu, c'est ce qui touche le plus de personnes, c'est la réglementation qui touche le plus d'entreprises différentes et qui est quand même très exigeante en termes de rendu, en termes de réglementation, de régulation et de transparence.
Ok, il n'y a plus de questions. On vous rend 5 minutes. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Bonne soirée à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à revenir vers nous. Au revoir. Merci.